jeunes poursuivant des études supérieures étaient 13 millions au milieu des années 60. En 2015, ils étaient 200 millions. Dans moins de 15 ans, ils seront 400 millions. Si j'avais su que ma vie à Pékin allait être comme ça quand j'étais encore à l'université, ici il y a beaucoup d'étudiants comme moi qui viennent de province et qui vivent dans des caves. Alors que la demande ne cesse d'augmenter, les frais d'inscription à l'université s'envolent. Partout dans le monde, les étudiants doivent payer cher, de plus en plus cher. C'est terrible. Avant d'aller à la fac, j'étais pauvre. Maintenant, je suis extrêmement pauvre. Je ne comprends pas comment une école peut être une arnaque. Au nom d'un soi-disant pragmatisme économique et sous l'effet de la compétition mondiale, les universités se transforment en gigantesques entreprises. Aucun membre de ma famille n'a fait d'études. Je pense que j'ai eu envie d'être cette personne-là. De Shanghai à New York, de Paris à Berlin, les nations s'interrogent. Chacun avance ses pions, réforme à sa façon. Mais à quel prix? Et au profit de qui? Nous voilà au début de cette histoire. Elle commence à la fin des années 90. À cette époque, l'Europe se financiarise en même temps qu'elle s'élargit et de nombreux intellectuels, présidents d'universités européennes, groupes d'experts, s'engagent dans une vaste réflexion. Comment construire une Europe plus complète, plus ambitieuse? Comment renforcer son rayonnement intellectuel, scientifique et technologique? Quel est le secret des États-Unis et de leur toute-puissance économique? Pour tous, la clé se trouve du côté de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un monde devenu incontestablement stratégique. C'est une réalité. En cette fin de XXe siècle, les grandes universités américaines imposent leur suprématie. Elles excellent en recherche, dominent les publications scientifiques et rayonnent chaque année un peu plus dans le monde. Oui, l'Europe a peur de se retrouver hors jeu. Il lui faut trouver une stratégie, définir un cap. Alors, tout va se précipiter. En 1998, les ministres de l'éducation allemands, français, italiens et anglais se réunissent une première fois en France, à la Sorbonne. L'année suivante, 29 ministres européens se rendent en Italie, à Bologne, pour signer la déclaration commune qui doit poser les bases d'une nouvelle Europe de l'enseignement supérieur. À peine quelques mois plus tard, en mars 2000, à Lisbonne, les chefs d'États européens s'accordent pour mettre l'enseignement supérieur et la recherche au cœur du projet économique européen. Ils déclarent vouloir construire l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. En clair, l'enseignement supérieur doit se mettre au service de l'économie européenne, de sa productivité, de son marché de l'emploi, de son projet libéral. Toute l'Europe de l'enseignement doit se transformer, se réformer, et l'Angleterre va donner le ton en allant très vite et avant tout le monde à l'essentiel. Après la Seconde Guerre mondiale, partout dans le pays, les pouvoirs locaux étaient chargés d'accorder les bourses étudiantes et de couvrir les frais d'inscription. Mais à l'époque, seuls 3% des jeunes de 18 ans, soit environ 20 000 individus, s'inscrivaient à l'université chaque année. All science students will, for their first 2 terms, be required to attend lectures on physics, chemistry, mathematics, and biology. It will also be possible for science students to major in philosophy. Knowledge is not a set of facts, but a huge net woven in one piece and covering all subjects, all places, all people. Dans les années 80 et 90, les universités ont connu une crise de financement. De nombreux présidents d'universités se plaignaient du manque d'argent pour couvrir le nombre croissant d'étudiants.
Le gouvernement a donc commandé un rapport, le rapport Deering, qui préconisait une centaine de recommandations. Il expliquait comment parvenir à financer, entretenir, améliorer l'éducation au Royaume-Uni. L'un des points les plus controversés de ce rapport était l'instauration de frais d'inscription. En 1997, la gauche anglaise menée par Tony Blair, son jeune candidat charismatique, remporte les élections après 18 longues années passées dans l'opposition. À 43 ans, le chef du Parti travailliste arrive aux commandes du pays avec un programme dont le fondement est d'appliquer les modèles gestionnaires du privé aux services publics pour les rendre plus performants, plus productifs. L'enseignement supérieur ne fera pas exception. Right. We need to widen access to universities, get more money into universities, and the best and fairest way to do it is a balance between the state and the graduate. This government has got to be a radical reforming government, making the changes necessary to equip this country for the future, or it does not have a purpose in government. Donc, les frais d'inscription ont été mis en place en 1998. J'étais en première année de fac, donc en première ligne. J'ai dû commencer à payer 1000 livres de frais d'inscription par an. Ce fut un tournant majeur dans l'histoire de l'enseignement supérieur au Royaume-Uni, car soudain, le principe de l'éducation gratuite pour tous disparaissait de notre système. Pour cette réforme historique, Tony Blair instaure les frais d'inscription à 1000 livres annuels. Une part de l'argent récolté participe au financement des universités et l'autre part devra être redistribuée sous forme de bourse aux familles les plus fragiles. Un amorçage en douceur. 5 ans plus tard, Tony Blair remporte à nouveau les élections. Il va pouvoir parfaire sa réforme du financement de l'enseignement supérieur. Les universités sont désormais autorisées à fixer des frais d'inscription allant jusqu'à 3300 livres annuels. Une somme en apparence dérisoire comparée aux frais pratiqués dans les universités américaines. Comment les citoyens anglais pourraient-ils s'en offusquer ? Tony Blair a réussi une réforme que la droite n'aurait su engager seule. En 2010, les travaillistes retrouvent le camp de l'opposition. La coalition des libéraux démocrates et des conservateurs, conduite par David Cameron, prend les commandes du pays. Très vite, les frais d'inscription à l'université se réinvitent dans le débat politique. Le gouvernement propose d'autoriser les universités à prélever jusqu'à 9000 livres annuels. À peine 6 mois après l'élection, les parlementaires anglais s'affrontent à l'occasion d'un vote qui divise l'opinion. Ce jour-là, dans la rue, 40 000 manifestants expriment leur joie de vivre. There have been very difficult choices to make. We could have made a decision to drastically cut the number of university students. We could have cut student maintenance. We could have cut the funding to universities without replacing it. But instead, we have opted for a set of policies that provides a strong base for university funding, which makes a major contribution to reducing the deficit and introduces a significantly more progressive system of graduate payments than we inherited. And I'm proud to put forward that measure to this House. Order! Question is order! There is nothing about that tiny benefit to the lowest income graduates that justifies doubling or trebling the debt of the vast majority of graduates. Isn't it incredible that the party opposite, who actually introduced the principle of graduates paying and voted for 2 tuition fee increases, is able to drum up quite so much fake anger on the issue this afternoon? Ask any young person in any of our inner city areas, any poorer communities in our country, what is your prospect? What do you want to do? Many would say, I want to study, I want to qualify, I want to go to university, I want to achieve something in life.
tell them that unless they are very poor, they're going to have to pay these fees. They're going to have to borrow money to survive, to get through university. They simply will not do it. This decision matters so much to so many people. I'd say to the House, if you don't believe in it, vote against it. The ayes to the right, 323. The noes to the left, 302. Quand le plafond des frais d'inscription est passé de 3 000 à 9 000 livres, les universités avaient le choix. Fixer un droit d'entrée à 9 000 livres ou choisir un montant entre 6 000 et 9 000 livres. Mais bien évidemment, la plupart des universités ont fixé leur plafond à 9 000 livres. Parmi le demi-million d'étudiants qui s'inscrivent désormais chaque année, la majorité payera un minimum de 9 000 livres par an. En 15 années, la classe politique anglaise, une classe dirigeante qui a bénéficié d'un accès gratuit à l'université, a imposé un système payant à la nouvelle génération. Les étudiants britanniques, comme leurs camarades européens qui veulent étudier en Angleterre, doivent désormais faire avec les nouvelles règles. C'est ainsi. Ils sont jeunes, ils rêvent de se construire un avenir, ils rêvent d'apprendre, ils rêvent d'ascension sociale. Cela a dorénavant un prix. Il leur faut l'intégrer. Aneta a grandi dans une famille populaire du sud de la Pologne. La jeune femme aurait pu suivre des études dans une université de Varsovie, Berlin, Copenhague ou encore Amsterdam. Ça aurait été gratuit. J'ai toujours su que j'irais étudier à l'étranger. Au départ, je pensais à l'Écosse. Puis finalement, j'ai opté pour l'Angleterre. Et je suis restée là-dessus. Quand je suis arrivée, j'avais très peur. J'étais seule. J'étais loin de chez moi, sans personne vers qui me tourner. Et regardez où j'en suis aujourd'hui. J'étudie le chinois, alors que j'aurais pu choisir parmi tant d'autres matières. J'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve, de savoir ce que je vais faire. J'ai tellement d'idées. On verra. En Pologne, le grand-père d'Aneta a vendu un champ pour financer le début du voyage de sa petite fille. Pour le reste, les 9 000 livres que coûte l'inscription annuelle, Aneta a obtenu un crédit étudiant, tout comme les 2 jeunes femmes avec lesquelles elle partage un appartement dans la banlieue de Manchester. I think I'll probably start a family when I have a solid salary of 50k. 50k. That's gonna be when you're 60. I do want my 50k, mate. And ambitious. We have the tuition fee loan and we have a 10-year period. We have to pay it back when we start earning 21k. 21k, okay. So if you're earning above 21,000, yeah, you're paying 9%. Or something like that. Yeah. So, and then after 30 years, if you're getting more than 21,000, it gets wiped. If you are earning above 21k, then they'll just start taking 9% off your 21k or 9% off your 30k, yeah, or stuff like that. And then does it? Oh yeah, you mentioned 21 and then 30, so it doesn't increase with the increasing. No, well, it'll be 9% off the 30k, so it's more. Anything above 21k. I mean, yeah. If you're earning 30k, it'll be 9% of the 9k. Yeah. Oh, okay, all right. But the whole system is changing. Yeah. Now, so this year they're not getting maintenance grants anymore. Yeah, I mean we're still getting the same amount because of their maintenance loans, but but it's just that we're not given money for free, basically. Yeah, stuff is changing now. You need to pay. We need to pay back whatever, no matter what. Everything, all the maintenance we get, we need to pay back now. Okay. We don't have. We've signed the contract, so. Was it not us? I will go straight. I will go till the end. Oh, see. Oh, so the new people. The new people. Unlucky. Oh. Poor them. Yeah.
having a university degree, it's just, Yeah. it kind of helps you a little bit, doesn't It's it? a very important piece of paper. There we go, yeah. Les étudiants des pays européens seront-ils tous un jour contraints de s'endetter lourdement? L'enseignement doit-il forcément devenir un bien à vendre? L'étudiant, lui, doit-il se transformer en un petit investisseur qui s'achète l'accès à des études supérieures? Dans les pays du nord de l'Europe, on ne voit pas les choses comme ça. Il y a depuis un bon moment un débat sur les frais d'inscription pour les étudiants en Suède. Ce débat concerne les étudiants non européens. En 2010, le gouvernement suédois a instauré des frais d'inscription dans les universités suédoises pour tous les étudiants non européens. Si vous faites par exemple vos études au sein du programme d'échange Erasmus, vous ne paierez jamais de frais d'inscription dans une université suédoise. De la même façon, les citoyens français, anglais, portugais, etc. ne paient pas de frais d'inscription en Suède. Nous avons donc beaucoup d'étudiants venant ici du sud de l'Europe, de l'Allemagne et de l'Angleterre. Ces étudiants font souvent leur formation entière en Suède. Nous proposons plus de 100 masters en anglais. Par contre, si vous venez d'un pays non européen, vous devez payer des frais d'inscription. Nous avons observé une augmentation très importante du nombre d'étudiants anglais en Suède. Aujourd'hui, il faut payer 9 000 livres pour une formation en Angleterre, tandis qu'en Suède, c'est gratuit. La Suède, comme le Danemark et la Finlande, ne se contente pas de proposer un enseignement gratuit aux jeunes Européens. Elle va encore plus loin. Elle verse à chaque étudiant suédois une bourse universelle. 300 € par mois pour étudier, et ce pendant 6 ans. L'étudiant vit ainsi son passage à l'université comme une expérience de liberté et d'apprentissage, une manière de se forger un esprit critique, une manière de voir et de penser le monde. Ici, ça compte. On appelle cela l'expérience étudiante. Le plus important pour nos étudiants, c'est qu'ils puissent grandir en tant qu'êtres humains et qu'ils puissent développer la confiance en soi nécessaire pour construire leur propre avenir. Ils doivent avoir la capacité de réfléchir par eux-mêmes, à l'aide des instruments qu'ils auront acquis à l'université. Par conséquent, ils seront aussi capables d'améliorer l'avenir du pays. Föräldrar har pluggat vid Lunds eller Uppsala universitet. Jag tror att det är jättemånga vars föräldrar har eller att de är liksom generationer, 4-5 generationer som har pluggat vid Lunds universitet. Men även typ stora här, eller? Mina föräldrar har inte pluggat här. Inte mina heller. Nej, inte mina heller. Aldrig gjort det. Men mina föräldrar har det. Och det var lite, därför fick jag också lite drömmar för att de har ju hjälpt mig från att jag var liten. Lund. Det är en jävla stad alltså. Okej, det var här vi träffade varandra, mamma och pappa. Du kommer träffa någon bli kär, Marcus. Du kommer bli, ja. Kommer gå på spex. Jag letar efter kärleken. Jag har aldrig pluggat utomlands för att jag har aldrig känt behov av att plugga. Eller så här, jag reste innan jag började, eller under tid, jag har tagit en sabbatstermin under tid som jag har pluggat och åkte utomlands till Asien, så när jag kom tillbaka kände jag aldrig så här, men jag behöver inte åka utomlands. Eller så jag har redan haft utlandserfarenhet, upplevelser. Så att av den anledningen, så här, jag har ingen uppfattning om att plugga i Edinburgh eller i Taiwan eller att det är bättre än någonting annat, utan att mer att det är så här, det sticker ut på ett potentiellt framtida CV. Men det kanske inte ger mig särskilt mycket mer för den sakens skull. Men sen är det klart att jag menar, när det kommer till Sverige så är ju Lunds universitet rankat som ett av de 3-4 bästa. Hade valet stått mellan Lund och Harvard, det är klart att
Många hade ju valt Harvard om man hade kunnat, om det hade gått ekonomiskt eller betygsmässigt. Men alltså, jag tror inte att många som kommer till Lund känner att att det är en investering som förmodligen kommer betala sig. För jag tänker, eller så det känns ju mer så här, det känns lite kreddigt att åka utomlands och plugga. Att man säger bara, men jag tyckte det var värt att lägga, jag vet inte hur mycket det kostar att ta en kandidat i England. Liksom, det är asmycket pengar. Eller så här, då får man ju se till att få ett jobb. Liksom. Eller jag vet inte, eller det kanske man inte måste. Men att jag tänker att också att det slår högre. Alltså tänker jag på ett CV. Att jag tog den här utbildningen i London, jag tog den här utbildningen i Frankrike, jag tog den här utbildningen. Det är jättemånga som har läst det. Det är folk som säger alltid att liksom, välj om ni ska ha konkurrenskraftiga, så välj du studera utomlands. Jag har det på ett CV att det är viktigt liksom. Det får man ju höra i alla fall. En utbildning utom, alltså som du sa förut, om man ska plugga i England liksom. Det finns inte ens i min tanke. Jag har inte 300 000 som jag kan lägga på en termin. Inte när man har valet att få det gratis. Inte när man har valet att få det gratis. En bra utbildning. Pour la Grande-Bretagne, qu'importe ce qui se passe ailleurs, l'augmentation des frais d'inscription n'a pas dissuadé les jeunes Anglais de suivre des études, même si elles sont chères. Ils sont maintenant 2,3 millions. Alors pourquoi s'arrêter là ? Les présidents d'université émettent déjà l'idée que 9000 livres par an, ce n'est pas assez. Beaucoup disent qu'il faudrait envisager un système à l'américaine, qui est nettement plus coûteux. Et là, ce ne sera plus 9000 livres, ce sera beaucoup, beaucoup plus. Plus cher, rendre encore plus cher l'enseignement supérieur. Voilà le Graal dont rêvent les présidents d'universités britanniques. Mais pourquoi ? Au nom de quoi ? Au nom de quelle rationalité économique ? Au nom de quelle idéologie politique ? Depuis la Seconde Guerre mondiale, le secteur public anglais en est à sa troisième phase de concurrence, de privatisation et de marchandisation. Dans les années 80, le pays a liquidé un grand nombre d'actifs publics. Puis les années 90 ont vu l'apparition de structures de marché concurrentielles dans le secteur public. Dans les années 2000, le secteur public a commencé à avoir recours à des techniques de concurrence directe. L'enseignement supérieur en est là aujourd'hui. C'est une lente progression. Vers 2010, le gouvernement a publié un livre blanc, profondément idéologique, intitulé « L'étudiant au cœur du système ». En substance, il dit « Nous serons en mesure de favoriser des politiques d'efficacité et de diversifier l'enseignement supérieur seulement si nous y introduisons de la concurrence ». Ce changement est arrivé au moment où un gros trou se creusait dans les finances des universités. Les financements publics étant à sec, pour combler ce trou, il fallait attirer des étudiants. Et donc on est passé d'un système de financement public direct à un système où chaque étudiant peut souscrire à un crédit et ensuite choisir son université. À partir de là, les dirigeants d'universités ont cessé de donner la priorité à l'enseignement ou au bien public. Ils ont mis en place un environnement compétitif similaire à celui du secteur privé. Manchester is a student city. We've got many different universities here. Manchester Metropolitan University, University of Salford, Northwestern College of Music, Manchester Art Academy, and so on. Our total student population is about 130,000 students, which is pretty much 1/3 of the city. Our campus here is almost as big as Manchester City Centre. Le service communication et marketing a la responsabilité de promouvoir les atouts de l'université, tant en interne qu'en externe.
So especially for students who are not from the UK, the International Society offers many different trips to different parts in the UK. So you can go to Oxford, you can go to Edinburgh, you can go to London, you can go to Wales, you can go pretty much everywhere. Le service communication et marketing est en fort développement et professionnalisation. Le secteur de l'enseignement supérieur, qui jusque-là avait un train de retard, est en train de rattraper le secteur commercial. Our university has its very own Starbucks. If you're into Starbucks, if you're into like taking selfies with your Starbucks cup and everything, this is pretty much the place to go. If you go to Subway, you're gonna get a free cookie. If you go to McDonald's, you're gonna get a free McFlurry and so on. So the city is pretty much made for students, so make great use of it. Les frais d'inscription sont passés de 3 000 livres à 9 000 livres. Donc les étudiants en veulent pour leur argent, ils en veulent davantage. Le service marketing aide à communiquer les avantages de notre organisation. So we always have many cool different people coming over. We had some professors from many different countries. We had also movie directors and everything. You know, if you want to make a good impression and stuff, you can get job offers this way. Traditionnellement et historiquement, le service communication et marketing avait un rôle d'appui, de soutien. Aujourd'hui, son rôle est décisif. Depuis plusieurs années, nous avons le sentiment qu'il ne s'agit plus uniquement d'enseignement. C'est aussi tout un business. Beaucoup d'universités sont devenues des entreprises. Leurs présidents sont devenus des PDG. Ils n'ont pas honte de le dire. Ils doivent gagner de l'argent. Ils doivent faire du profit. L'université de Manchester est née une première fois en 1824, puis à nouveau en 2004, quand l'université Victoria et UMIST, deux très grandes universités, ont fusionné. Nous sommes la plus grande université du Royaume-Uni, avec 40 000 étudiants, 11 000 employés, un investissement colossal pour transformer notre campus et un chiffre d'affaires annuel d'environ 1 milliard de livres. Nous effectuons de la recherche dans toutes les disciplines et nous disposons de partenariats avec de nombreuses universités et entreprises nationales et internationales. Depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, nous avons pu observer une baisse des dépenses liées aux effectifs, une baisse des salaires et des dépenses pour l'enseignement. Et en même temps, les présidents d'université ont augmenté leurs propres salaires. Nous étudions cela depuis quelques années déjà. On a écrit à toutes les universités, invoquant la loi sur la liberté d'accès à l'information. Nous avons découvert avec horreur que sur 5 ans, les salaires des présidents d'université ont augmenté de 26% en moyenne. Alors que sur la même période, il y a eu une baisse de 12% du salaire des professeurs. L'aberration est telle qu'il est légitime de se poser la question: que se passe-t-il? Certains présidents d'université gagnent plus de 300 000 livres par an et certains ont de gros avantages en nature, comme des appartements de fonction ou la mise à disposition d'un jardinier. Tout cela est de plus en plus difficile à justifier. Un jour, alors que j'étais au téléphone avec mon grand-père, on discutait de la fac et du coût que ça représentait. Et là, je me suis dit que je devrais peut-être laisser tomber. C'est trop cher. Ça n'en vaut pas la peine. Mais après, je me suis demandé comment j'allais faire pour rembourser. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai continué. L'autre raison, encore plus importante,
c'est que j'aime vraiment ce que je fais. Je ne sais pas trop d'où me vient ce besoin d'étudier. Aucun membre de ma famille n'a fait d'études. Je pense que j'ai eu envie d'être cette personne-là. Et ma mère en avait très envie aussi. Elle m'a beaucoup encouragée. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Si j'échoue, j'aurais l'impression de la décevoir. Être ici, faire ce que je fais ici, c'est ma manière de lui rendre tout ce qu'elle a fait pour moi depuis toujours. Oui, ça va. C'est ma manière de la remercier pour tout et... Les réformateurs du système anglais, comme tous ceux dans le monde qui préconisent un enseignement payant, s'appuient sur un concept essentiel, une théorie économique née dans les années 60, qui a commencé à connaître son heure de gloire à la fin des années 90. Le capital humain. Le capital humain, c'est quoi? C'est le fait qu'on considère que un individu dispose d'un stock de compétences et de connaissances valorisables sur le marché et qui a donc une rentabilité. L'ensemble de la formation, en particulier de la formation universitaire, doit consister à accroître, à augmenter ce capital personnel. Et donc, on suppose par là que la connaissance fait partie du capital humain et va donner des revenus. Il serait donc légitime de demander à l'individu lui-même de financer la formation de ce capital. Et pour cela, de s'endetter. Il y a donc un rapport entre le coût des études et ce que les études sont censées rapporter. Mais vous voyez que, finalement, dans cette logique, la connaissance n'a plus qu'une valeur économique. Et cette valeur économique, elle est censée discipliner l'étudiant. C'est-à-dire qu'on suppose désormais que l'étudiant suivra d'autant plus assidûment ses études, qu'il sera d'autant plus sérieux, qu'il aura payé cher. On a tout réduit, dans cette logique-là, tout réduit à la dimension de la marchandise. Influencée par la lame de fond anglaise, l'Allemagne a elle aussi en 2006 relevé ses frais d'inscription, autorisant les universités à facturer 1 000 € l'année. Mais, curiosité dans l'époque actuelle, tous les Länder ont progressivement abandonné cette politique pour revenir à un système entièrement gratuit. En Allemagne, le libre accès à l'université, qui est considéré à la fois comme institution scientifique, de recherche et de formation, représente un acquis social. Une telle institution ne doit pas se financer par des frais de scolarité, car cela interdirait à certaines personnes l'accès à la formation scientifique. Toutes les tentatives de mettre en place des frais d'inscription dans certains secteurs au début des années 2000 ont été abandonnées, de sorte qu'en Allemagne, les études supérieures continuent d'être gratuites. On observe un certain scepticisme à l'égard des universités anglo-américaines. Car même là-bas, le fait d'envisager la formation universitaire comme un business model est de plus en plus souvent remis en question. Lorsque l'on considère le niveau des frais de scolarité d'une université comme celle de Manchester ou du King's College à Londres, sans même parler de ceux d'Oxbridge, il s'avère que ces sommes représentent un investissement considérable pour les étudiants. Dann sind das
Face à de telles dépenses, il est évident que les clients commencent à se demander si le produit qu'ils obtiennent est à la hauteur de l'investissement. Malgré les résistances, le modèle anglo-saxon gagne du terrain un peu partout en Europe. Il applique les théories élaborées dans les grandes instances internationales, Banque mondiale et OCDE en tête. L'économie du savoir est désormais la nouvelle doctrine. Les universités sont sommées de devenir les moteurs stratégiques de la production de richesses. Elles doivent se rapprocher de l'entreprise et de l'industrie. Elles doivent favoriser la recherche appliquée. Elles doivent produire une main-d'œuvre qualifiée et conforme aux désirs des entreprises. Tous ces principes sont au cœur des réformes engagées depuis 15 années en Europe, depuis les déclarations de la Sorbonne et de Bologne, ce que l'on appelle communément le processus de Bologne. Le processus de Bologne a instauré le concept d'employabilité. Il s'agit d'une approche extrêmement utilitariste de la formation universitaire. Pour ma part, je la considère comme totalement dépassée. Le monde professionnel et les métiers eux-mêmes évoluent si vite que nos formations n'arriveront jamais à coller à ces besoins spécifiques. Beaucoup d'entreprises, en particulier dans le domaine technique, ont déjà mis en place des formations complémentaires, adaptées à leurs besoins et destinées aux jeunes diplômés. Et ça, je pense que c'est la bonne solution. Jamais l'université ne sera capable de profiler les étudiants selon les critères des entreprises, que ce soit en sciences humaines ou en ingénierie. La notion d'employabilité est une aberration, car en plus de nuire à la qualité de l'enseignement, elle n'apporte rien aux étudiants. Rien d'étonnant qu'ici, à Berlin, on critique avec virulence la vision utilitariste de l'enseignement. C'est ici qu'en 1810, un éminent professeur de philosophie, Wilhelm von Humboldt, a conçu ce que l'on peut considérer comme la première université moderne. Une université alliant la recherche à l'enseignement. Une conception de l'université si visionnaire pour l'époque qu'elle s'est rapidement répandue en Europe et au fil des siècles dans le monde entier. C'est à Wilhelm von Humboldt que nous devons l'idée de l'éducation qui sert de référence à l'ensemble des universités allemandes. Il s'agit de faire ses propres expériences, de s'intéresser par soi-même aux choses pour les explorer de façon autonome. Cela crée une formation plus riche et bien meilleure qu'un simple bourrage de crâne avec des contenus que l'on n'a pas choisis. Humboldt considérait que l'on pouvait construire sa culture et sa personnalité par l'étude des sciences et la recherche de la vérité. Le modèle anglo-américain envisage l'université de façon totalement différente, c'est-à-dire comme une structure de formation professionnelle. En Allemagne, ce type de formation est dispensé par les écoles professionnelles. Cette distinction est essentielle pour comprendre en quoi le système de Bologne est absolument inadapté à l'Allemagne. L'idée défendue par Humboldt est chaque jour un peu plus fragilisée. Elle se fissure partout dans le monde. L'époque est plutôt à la diffusion d'un modèle d'enseignement dont l'objectif est de produire des étudiants pour le marché du travail. Des jeunes endettés, dociles, contraints de s'intégrer au système économique sans le remettre en cause. Aujourd'hui, 4 millions d'étudiants sont en mobilité dans le monde. Une tendance exponentielle. Dans le jeu de la compétition mondiale, on s'arrache les étudiants internationaux. Les meilleurs étudiants-chercheurs sont entièrement pris en charge. Quant à la masse de tous ceux qui peuvent s'offrir un cursus international, elle représente une manne financière. Alors forcément, aux étages des directions des universités, une expression se banalise, le marché global de l'étudiant. En France et en Allemagne, les étudiants étrangers ne payent pas encore. Mais les règles vont très prochainement changer. En Angleterre, ils rapportent à l'économie nationale près de 10 milliards de livres annuels. Un étudiant international paie 15 à 20 000 livres l'année. Avec le Brexit, ces tarifs pourraient un jour également s'appliquer aux étudiants européens
qui deviendraient alors des clients de rêve. L'Université de Manchester compte près de 10 000 étudiants internationaux. C'est plus que dans toute autre université anglaise. Mais elle n'est pas la toute première en termes de pourcentage. Ces étudiants sont importants car ils apportent de la diversité, des cultures et des façons de penser différentes. C'est un avantage pour nos propres étudiants de pouvoir faire leurs études aux côtés d'étudiants d'ailleurs. Et évidemment, ces étudiants génèrent des revenus, ce qui n'est pas négligeable. La plus grande communauté vient de Chine. Elle représente 40% du corps étudiant international. Permettez-moi de préciser que les étudiants européens ne sont pas considérés comme des étudiants internationaux, car ils font partie de l'Union européenne. Nous avons donc 10 000 étudiants non européens et 12 000 étudiants étrangers au total. La plupart sont en master, mais nous en avons aussi en premier et troisième cycle. Pour ceux qui font de la recherche, ainsi que pour notre personnel enseignant, nous aspirons à ce qu'il y a de meilleur au monde. Notre président honoraire est en Chine, à l'heure qu'il est, et nous en attirons un très grand nombre. Pour ceux qui trouvent Londres trop cher, Manchester est une bonne option, car c'est la seconde ville en Grande-Bretagne. En général, les étudiants chinois viennent étudier et repartent, encourageant ainsi la génération suivante à venir à son tour. Les étudiants chinois nous sont très précieux lorsqu'ils sont ici. Mais ils le sont aussi lorsqu'ils repartent. Ils sont nos ambassadeurs, ils sont nos futurs partenaires, ils sont impliqués dans le commerce avec le Royaume-Uni. Notre président est en Chine à l'heure qu'il est. Je sais qu'il y a plusieurs milliers d'anciens étudiants là-bas et j'espère qu'il en rencontrera certains comme je l'ai fait il y a quelques semaines. Nous aurons un vol direct pour Pékin l'année prochaine, nous avons un vol direct pour Hong Kong, beaucoup de commerce et évidemment les Chinois adorent le foot. Et en termes de foot, Manchester est incontournable. Le raisonnement de la présidente de l'Université de Manchester est parfaitement pragmatique. Les étudiants internationaux sont un formidable outil de soft power en même temps qu'ils constituent une clientèle de choix. Voilà pourquoi tous les regards convergent vers la Chine. Accompanied by Chancellor George Osborne, the President visited the university's £61 million National Graphene Institute. During his visit, the President met the university's 2 Nobel Prize winners, Professors Andrei Geim and Kostya Novoselov, and saw demonstrations of the wonder material graphene, the thinnest, lightest and strongest material known to man, and isolated by the Nobel Prize winners here at the university. The tour of the Graphene Institute was part of a 5-day official state visit and was a key stopping point for the head of China. Depuis le début des années 90, l'enseignement supérieur chinois connaît une croissance spectaculaire. En 15 années, le nombre d'étudiants est passé de 7 à 35 millions. Pour les nouveaux riches qui ont bénéficié de l'explosion économique, suivre un programme d'études à l'étranger est un passage obligé. Cette année, plus de 700 000 jeunes Chinois étudient quelque part dans le monde. Une augmentation de plus de 400% en 15 ans. Et rien ne semble indiquer que la courbe va s'inverser. Un nouveau business prolifère partout dans le pays, les entreprises de placement d'étudiants dans les universités internationales. Dans les offres commerciales proposées, les universités américaines, anglaises et australiennes occupent l'avant-scène.
4年的话，120万在英国的伦敦，而且是在核心地区。4年不 OK， 但是第4年不是不要学费的吗？基本来说你拿3年的就 OK 了。是啊，3年。你如果再读2年的话也可以。1年40万。1年40万，1年40万够用，只能说是够用。但是你要说在那边生活的非常舒服啊，要在1区租一个很好的房子，然后每天吃喝玩乐的话都很好的话，可能120万就不够了。那就不叫读 PhD 了。费用呢？有点高。对，你们的本来，把握的话，我们这边是申请博士是升几个中几个，但是G5的博士，我拼线儿呢做的很少。你们这边提供的主要服务是指哪一些？首先，院校帮你确定老师。OK，professor。那么接下来你就应该自己写博士了。因为这个东西如果不好意思你自己写不出来的话，那你可能以后很麻烦。你连 proposal 都写不出来的话，你以后在他面前如果跟他套词的话，那就是一下就露馅了。所以说我们能给你写。把这些东西找出来，然后你自己写。那么接下来呢，像推荐信、个人陈述这些东西，我们都是帮你做的。这份费用说实话确实有点高。LSE 的话，可能你1年40万的话不太够啊。尤其像你的专业的话，学费并不是很高。18万左右，20万也是。如果是普通类的学校的话，会更便宜点。而且你要知道，越好的学校拿奖学金越难。就其实你们来说的话，进个世界排名前100或者6、70的这种也行，可以考虑考虑。专业排名稍微好一点的。LCE 60几啊。所以他就吃点亏。但今年 QS 排名他稍微调整一下，我记得好像没错，应该是35。Depuis le milieu des années 80 et le basculement vers l'économie socialiste de marché, la Chine a planifié le développement de son enseignement supérieur pour en faire l'un des outils majeurs de la modernisation du pays. À l'époque, leur raisonnement est le suivant. La Chine ne restera pas éternellement l'usine du monde. Un jour, elle deviendra un pays de sièges sociaux et d'entreprises de services, comme en Occident. Dans ce sens, les chercheurs sont sommés de se rapprocher du monde des affaires et de l'industrie. L'enseignant, lui, doit s'employer à produire une nouvelle génération de dirigeants capables d'adapter les entreprises nationales au marché global. En 20 années, des progrès faramineux vont être faits. Du gouvernement au grand public, tout le monde s'est rendu compte que la qualité de l'éducation est la clé pour le développement économique et que celle de l'enseignement supérieur est primordiale. Dans la tradition chinoise, l'éducation a toujours été très importante. Donc, en dehors des efforts du gouvernement, les foyers, les parents s'investissent en général énormément dans l'éducation de leurs enfants. Tout cela contribue au développement de l'éducation chinoise. Tous les étudiants chinois n'ont pas accès aux universités d'excellence, celles qui comptent vraiment. Tous les étudiants n'ont pas les moyens de s'offrir des études à l'étranger. Une majorité d'entre eux suit un enseignement dans des universités de leur province. Souvent issus de zones rurales, ils rêvent de profiter eux aussi de l'explosion économique des 15 dernières années. Ils rêvent d'un avenir radieux à Shanghai ou Pékin. Ils sont désormais des centaines de milliers à migrer chaque année vers les grandes villes. Mais le système économique chinois n'est pas encore en mesure d'absorber tous ces jeunes diplômés. Fadong est l'un d'entre eux. Le jeune homme a passé 4 ans en bioengineering dans une université de sa province. Aujourd'hui, il survit de petits boulots, rêve de travailler dans le cinéma et appartient à une nouvelle classe sociale d'individus éduqués, mais pauvres. Je me souviens très bien quand j'étais petit. Mes parents m'emmenaient souvent avec eux quand ils allaient dans une autre ville pour travailler.
Ils sont des travailleurs immigrés. À cette époque, mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens et ils étaient obligés d'aller à l'étranger. Non, pas l'étranger, mais dans d'autres villes où il y avait du travail. Parfois, ils m'emmenaient avec eux aussi. On habitait dans des maisons de pierre, comment expliquer? Pas comme les bâtiments d'aujourd'hui. On avait une grande cour. Même si on n'était pas dans les meilleures conditions, je garde de bons souvenirs de mon enfance. J'étais joyeux et gai. Si j'avais su que ma vie à Pékin serait ainsi lorsque j'étais encore étudiant, je pensais que j'allais intégrer des équipes de tournage et faire des nouvelles rencontres en arrivant sur Pékin. Je n'aurais jamais cru vivre ainsi. C'est si difficile. Vivre dans un sous-sol. Ça nous arrive d'être à 2 personnes sur un même lit. Ça va un peu mieux en ce moment. Il y a beaucoup d'autres étudiants qui viennent des autres régions qui se trouvent dans la même situation que la mienne. Nous vivons dans des sous-sols et lorsque nous ne pouvons plus payer le loyer, nous allons dormir chez des amis. C'est assez fréquent. Nous louons cette pièce à 2 et nous payons 800 yuan par mois. Il n'y a pas de règle de colocation. Nous partageons juste le loyer. Aujourd'hui, je suis dans une phase de transition. Car je viens d'être diplômé cette année. Je connais peu de gens dans le milieu du cinéma. C'est pour cela que je ne trouve pas de travail. C'est aussi pour pouvoir assister à des cours à l'université de cinéma que j'habite ici maintenant. J'aimerais intégrer l'université de cinéma l'année prochaine pour une formation pour les adultes. Si je réussis ma formation, je pourrais quitter cet endroit. Autrement, je continuerai à vivre ainsi. Malgré les espoirs déçus de ces jeunes qui rêvaient d'une ascension sociale rapide, l'Empire du Milieu ne compte pas pour autant ralentir le développement de ses universités. Il veut devenir un acteur incontournable de l'enseignement supérieur mondial. L'Amérique, l'Australie, l'Europe de l'Ouest ont tous pour obsession de prendre part à ce nouveau marché. On ne compte plus les nouveaux partenariats qui se mettent en place chaque année entre la Chine et l'étranger. À l'image de ce regroupement de 12 grandes écoles françaises installées à Shanghai qui vend aux étudiants chinois aisés son enseignement et ses diplômes d'ingénieur. Parce que si le degré de G est plus petit que N-1, il existe des coefficients Le gouvernement chinois a lancé un nouveau projet qui a pour objectif de créer un groupe d'universités de renommée mondiale. Après 30 ans de développement, beaucoup de nos universités ont progressé et ont mené des programmes d'échange avec d'autres universités mondialement connues. Je pense que nous avons une chance d'atteindre un jour le premier rang mondial. Le monde entier regarde vers la Chine et la Chine regarde le monde entier. En 2003, des chercheurs de l'université de Jiaotong élaborent le classement de Shanghai. Le classement le plus médiatique, le plus controversé et le plus suivi du monde entier. Un classement mondial basé sur le nombre de prix Nobel,
de médailles Fields et de publications dans les revues scientifiques. Dans ce classement, l'Amérique domine sans partage. Dans le top 100, plus de 50 universités américaines, 8 anglaises, 4 françaises et 4 allemandes. Je crains que les classements internationaux ne soient importants. Je dis je crains car je les déteste, même si dans certaines parties du monde, ils comptent beaucoup. Je reviens tout juste d'Asie, j'y retourne bientôt et là-bas, ils sont très importants. Ils sont aussi très sélectifs. Ils ne vous diront que les meilleurs classements dans lesquels ils figurent. Ici, nous utilisons 3 classements, mais je les trouve un peu trompeurs parfois. J'avais adoré un article écrit par l'ancien président de l'University College London. Il disait qu'établir une liste des meilleures universités, c'est comme faire une liste des meilleures villes du monde. Tout dépend de ce que l'on cherche. Hiérarchiser les écoles a pour seul but d'orienter une clientèle. Nous, à savoir de nombreuses universités et sociétés scientifiques allemandes, nous ne parlons jamais de clients et récusons cette notion. C'est pour cette raison que nous refusons de communiquer nos chiffres et données aux structures qui établissent les classements. D'ailleurs, nous considérons que ces classements, fondés sur des données strictement quantitatives, sont une aberration. On ne peut pas réduire à de simples évaluations chiffrées des institutions dont la vocation est d'éduquer des individus en leur offrant un savoir humaniste. Dans les pays où l'université n'a pas cette fonction-là et où les priorités se focalisent sur le futur salaire de ses diplômés, cet aspect humaniste n'a sans doute aucune importance. Et c'est précisément ce que nous refusons. Si nombreuses soient les critiques, en Europe, peu de présidents d'université résistent à cette course au classement. La proposition narcissique est tentante. Être vu, être identifié parmi les meilleurs. Alors les nations multiplient les fusions d'universités avec un objectif affiché. Additionner le nombre de labos de recherche, additionner les publications, additionner les distinctions. Le but ? Monter dans les classements. En France, le projet le plus éloquent est implanté au sud de Paris. 18 établissements d'enseignement supérieur et de recherche se sont regroupés sous une seule et même bannière. Si on veut être attractif, être visible, garder nos très bons étudiants, en attirer d'autres, garder nos très bons chercheurs, en attirer d'autres, il faut que nos établissements se transforment. Dans ce regroupement, entre autres établissements, l'école polytechnique, HEC, l'école normale supérieure, Centrale Supélec, l'université de Paris-Orsay et des centres de recherche tels que l'INRA, le CNRS, le commissariat à l'énergie atomique. Ici, c'est le nec plus ultra de l'enseignement et de la recherche française. L'excellence au milieu des terres à betteraves. Il faut inventer un modèle qui nous permette de challenger l'université de Tokyo, de challenger l'université de Berkeley ou l'université de Copenhague, si on regarde des voisins européens qui sont extrêmement bien organisés. Donc on est sur des investissements qui se comptent en milliards d'euros. On va continuer à aller de l'avant et on est condamné à réussir. Hein. Les présidents de ces resplendissantes institutions se réunissent une fois par mois et rêvent de faire de leur nouvelle université une Harvard, une Stanford ou un MIT à la française. On a investi dans un fonds, il faut le faire vivre. Et si on investit dans un fonds, l'objectif est aussi que ce fonds profite aux projets qui sortent de nos propres laboratoires ou qui sont portés par nos étudiants. Alors la BPI intervient de façon régulière entre 20 et 25 millions d'euros. 30 millions d'euros ne leur semblaient pas pour un écosystème aussi fertile que le campus Paris-Saclay exclut. Donc voilà, là on a déjà à peu près 50% du montant du financement du fonds qui peut être fourni par la BPI. Après, nous avons rencontré aussi avec Marc le Fonds européen d'investissement qui peut intervenir à hauteur d'une dizaine de millions d'euros. En tout cas, lors des premiers contacts, c'est le chiffre qui a été avancé. Et là, c'est considéré comme une souscription privée.
Et donc pour le reste, il faudra évidemment trouver des personnalités morales type industriel ou personnalités, on peut dire physiques, qui peuvent aussi souscrire à ce fonds. Et donc, du coup, l'Université Paris-Saclay aujourd'hui, c'est pas encore très connu. Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse connaître cette marque. Si on n'a pas des lieux de formation, des lieux de transformation de la connaissance en valeur économique, la France va être en perte de vitesse. Donc je crois que le déclic a eu lieu. Là, sur les 5 dernières années, on a eu les 2 présidents de la République, les premiers ministres successifs qui sont passés nous voir parce que ils ont réalisé que construire un objet du XXIe siècle de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, puisque, je l'ai dit, on a ce partenariat avec le monde économique qui est très important, c'est un enjeu pour la France. Dans 10 ans, 15 ans, on sera peut-être un objet apparaissant dans le top 20, ça peut être le rêve des grandes universités mondiales. Et avoir une université française à ce niveau-là, ça serait quand même pas mal. Les classements ne sont pas la seule obsession des Français. Il faut trouver de l'argent, plus d'argent. Secrètement, la France jalouse l'Angleterre. Pour les gouvernements successifs, impensable d'augmenter brutalement les frais d'inscription. Ce serait un suicide politique. Alors, dans l'Hexagone, on joue la carte de l'hypocrisie. Progressivement, des cursus payants s'installent discrètement dans les recoins de l'université française. Et à l'avant-garde de cette tendance, des institutions comme Sciences Po Paris ou Paris Dauphine sont devenues des établissements payants. Ces 2 universités ont débuté avec des frais d'inscription qui se voulaient modestes et n'avaient pas vocation à croître. En fait, leurs droits d'entrée n'ont cessé d'augmenter. Ces expérimentations sont jugées inévitables par les think tanks de droite comme de gauche et par beaucoup de présidents d'universités. La France aimerait s'inspirer de l'Angleterre. Comment faire ? Dans la dernière décennie, des conseillers économiques très en vue ont invité les gouvernements successifs à mener sur ce sujet une politique discrète, une politique des petits pas. Des augmentations des frais d'inscription instaurés à la marge qui ont comme objectif d'habituer les esprits au système payant. Pourtant, pour de nombreux experts, l'enseignement gratuit en France est totalement soutenable. En 2016, le budget de l'enseignement supérieur était de 13 milliards d'euros. Et 13 milliards, c'est à peine le quart de l'évasion fiscale française. L'évolution générale du monde universitaire me préoccupe beaucoup. Cela m'a récemment amené à réunir 50 présidents d'universités venus des 4 coins du globe pour réfléchir à une question. L'enseignement supérieur deviendra-t-il un jour un grand business dans lequel on considérera l'éducation comme une simple marchandise plutôt qu'un acquis social auquel chacun peut prétendre ? En Europe, dans la dernière décennie, la Grèce, le Portugal, la Slovaquie, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, l'Espagne, l'Irlande, Chypre, la Slovénie ont instauré ou augmenté les frais d'inscription dans leurs universités, comme ailleurs dans le monde, au Canada ou dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie. Au nom de l'excellence, on fait monter les prix, un peu partout. Rien ne semble freiner ce processus. Pourtant, chez ceux qui courent en tête, on commence à s'interroger sérieusement. Et pour cause. En Angleterre, les concepteurs du système payant avaient évalué qu'un étudiant sur 4 ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Ça ne s'est pas passé comme cela. À l'heure actuelle, la dette étudiante s'élève à environ 40 milliards de livres, impayés. Et cela va augmenter à 200 milliards de livres d'ici le milieu du siècle. Fin 2013, un an après le passage aux 9000 livres annuels, une mission parlementaire est mobilisée au sujet de la dette étudiante qui s'envole. Après plusieurs mois d'enquête, dans la salle 15 du Parlement, le Comité des comptes publics interroge l'organisme d'État en charge du recouvrement des crédits étudiants. In 2010, you assumed only 28% would not come back. By 2013, you'd got that at 35% would not come back. That's a massive change, massive cost to the public purse. What's your current estimate? The latest estimate that we've got, and David Willits made this public a few weeks ago,
is that we're talking of a RAB charge in the area of 35 to 40%. Now, if you're at 40% not coming back, do you think that's realistic? 40% of the current money that goes out to students will never be collected. At the moment, that is at the top end of our estimates, but it is not unrealistic. The RAB charge, as you know, is the difference between the amount of loans paid out in any one year and the net present value of all the future repayments on loans. And a lot of that depends in turn on the macroeconomic assumptions one makes over time. I understand that. What's your assumption at the moment about graduate earnings? I'm not sure I understand the increase in the growth of graduate earnings. What is your current assumption? I can't give you a precise figure. I think I know it. I'm just waiting for you to articulate it. Okay, so you don't quite know. How are you going to fund it? Well, the longer-term issue of lifting the cap, the Treasury announcement related in the first instance to potential sales from the future loan book. Obviously, if that works, that will fund, assuming it's value for money. And I think what would it fund? The loans? The sale of parts of the post-2012 loan book. Apparently, and I've just found this on the internet, so goodness knows it may be wrong, but all student loan agreements carry the following clause. It looks like it's lifted from somewhere, so I think it's probably correct. Quote, you must agree to repay your loan in line with the regulations that apply at the time the repayments are due, and as they are amended. The regulations may be replaced by later regulations. And the narrative goes on to say, in this website I'm looking at, as such, students are told to sign an open-ended loan agreement where the interest rates and term of repayment can change at any moment in time at the whim of government without the need to pass legislation. Now, is that correct? Is that a fair summary of the current position? So, if you were then to sell the book, what would apply, in terms of somebody buying the book, what would be the freedom that they would have? Not you, the government, as the person who's indebted, who is owed the money, but the person who now owns the book, it having been purchased by them. What freedom or lack of freedom would they have to alter the terms and conditions after they'd bought the book? Would they have any freedom at all? The plan would be to sell tranches of the loans. At the moment you sell a particular tranche of debt, the terms and conditions upon which it is sold are, as it were, set in stone, they're crystallised, and the buyer of that debt buys them on those terms, and that's it, they can't change them. Can we just be clear that the person buying the debt buys it on set terms and conditions that then cannot subsequently be changed by the new owner of the debt? Is that correct? Yes. Okay, thank you. Ici, au Royaume-Uni, avec la perspective d'un découpage de la dette en tranches, avec le projet de sa revente à des investisseurs privés, tout le monde pense au mécanisme catastrophique des crédits subprimes qui ont ruiné tant de vies, tant de familles. Il y a 2 ans, 30 à 40% des crédits étudiants n'étaient pas recouverts. Aujourd'hui, on atteint les 45%. On est tout proche du point de bascule. À 47% de crédits non recouverts, le système d'université à 9 000 livres l'année coûtera plus cher à l'État anglais qu'à l'époque où les frais d'inscription étaient à 3 000 livres annuels. L'Angleterre s'est peut-être engagée dans un jeu dangereux. Aux États-Unis, le système d'université payant s'est généralisé il y a près de 40 ans. Aujourd'hui, la dette étudiante atteint un niveau astronomique.
À l'occasion du mouvement Occupy Wall Street, une poignée de citoyens américains et d'enseignants-chercheurs se sont réunis autour d'Andrew Ross, un professeur de la New York University, l'université la plus chère du monde. L'objectif de ce groupe d'activistes, combattre l'insoutenable endettement des citoyens américains, l'endettement pour le logement, pour la santé et surtout l'endettement des étudiants. La dette étudiante aux États-Unis s'élève à 1 300 milliards au total, avec 40 millions d'étudiants débiteurs. Parmi eux, 8 millions sont déjà en défaut de paiement. Ils ne remboursent pas leur crédit. La dette étudiante a augmenté de 1000% ces dernières années, une augmentation supérieure à celle du marché du logement et de la santé. Le coût de l'enseignement a surpassé tous les autres coûts de la vie aux États-Unis. Aux États-Unis, on a beaucoup de mal à envisager le bien social, le bien public. L'enseignement gratuit paraît inconcevable ici. Les gens pensent que c'est impossible. Quand on leur parle de l'Allemagne ou d'autres endroits où les frais de scolarité sont gratuits, où la santé est gratuite, les gens n'y croient pas. Il y a donc une normalisation de ce que j'appelle la violence économique. Les gens acceptent que ce soit ainsi et que ça le reste. D'un point de vue historique, mes collègues et moi pensons que c'est un véritable problème. Car l'éducation est un droit social fondamental, tout comme le droit au logement. Il est d'ailleurs intéressant de se pencher sur le marché du logement et de l'accession à la propriété aux États-Unis. Car en fait, le droit au logement a été remplacé par le droit d'accès à un crédit immobilier. De la même manière, le droit à l'éducation a été supplanté par le droit de souscrire à des crédits étudiants. Le fardeau de l'endettement est toujours entaché d'un aspect politique. C'est une des manières les plus faciles pour limiter la mobilité d'une population. En ce qui concerne l'éducation, cela a eu pour conséquence d'étouffer le potentiel imaginaire politique des étudiants. Car ils sont tellement endettés qu'ils ne peuvent envisager leur avenir autrement qu'au travers de leur situation économique, de leur survie économique. Pour attirer l'attention, le petit groupe de New-Yorkais a débuté par un coup d'éclat. Grâce à 100 000 $ de donations, ils ont soldé définitivement 4 millions de dollars de dettes étudiantes. Ces 4 millions de dollars de dettes, ils les ont achetés à bas coût sur le marché secondaire, une sorte de marché financier de l'occasion, là où les produits financiers s'échangent et se revendent. Du jour au lendemain, 4 000 étudiants ont vu leurs dettes soldées, définitivement retirées du marché. Un acte symbolique, mais malheureusement dérisoire. Aujourd'hui, Anne Larson et Laura Hanna s'apprêtent à traverser tout le pays avec l'idée de réunir dans une organisation les centaines de milliers d'étudiants asphyxiés parce qu'ils ont cru qu'en s'achetant des études, ils auraient droit à une vie meilleure. Mon but était de rendre l'éducation meilleure pour mon gamin, pour l'avenir. Mais si ces mecs continuent d'en faire un business pourri à la manière de Wall Street, il n'en résultera rien de bon pour personne. Leur mouvement s'attaque au marché colossal des écoles à but lucratif qui se sont développées dans tout le pays ces dernières décennies. Des écoles qui n'ont pas pour cible l'élite des étudiants américains, mais les classes populaires, les familles fragiles, susceptibles de croire à des chimères.
Bienvenue dans les bas-fonds du capitalisme, ou du moins dans un micro-État subsistant au sein d'un environnement capitaliste. Car quand tout part en fumée, quand les emplois disparaissent, les gens sont obligés de travailler ensemble à nouveau. Amy et Christina sont deux jeunes femmes de la région de Détroit. Deux jeunes femmes qui ont grandi dans des familles populaires. Elles ne pouvaient accéder aux universités d'excellence du pays. Comme des centaines d'autres jeunes américaines, elles ont confié leur destin à des institutions d'enseignement privées à but lucratif. Un secteur qui, en 10 ans, a enregistré une croissance de 225%. L'Amérique devra avoir honte de son système éducatif. Nous sommes soi-disant le meilleur pays au monde, le plus riche au monde. Nous sommes le plus riche pour les riches. Nous sommes aussi le plus pauvre au monde pour les pauvres. Avant d'aller à la fac, j'étais pauvre. Maintenant, je suis extrêmement pauvre. Il y a toute une nouvelle catégorie de gens qui est extrêmement pauvre. Être pauvre, c'est le nouveau truc à la mode. C'est triste. Je regardais la télévision et quand j'ai vu qu'en allant dans leur école, je pouvais accéder à une vie meilleure, j'ai appelé le numéro et une personne m'a mise en relation avec le campus. J'ai été mise en contact avec un recruteur. Et en gros, dès qu'il a pris l'appel, il était là genre « Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Terry Winners. Je suis là pour répondre à toutes tes questions. » En gros, il m'a demandé si j'étais intéressée de venir visiter le campus et voir les cours qu'il proposait. Il m'a dit qu'il était diplômé de l'école, que je devrais venir voir. La semaine suivante, j'en ai parlé à ma mère, qui était d'accord. Nous nous sommes rendus au campus pour rencontrer le recruteur. Il m'attendait dans le hall d'entrée pour me faire visiter cette école minuscule, pour me dire à quel point tout était génial ici. Sur les murs, il y avait des affiches des différents boulots que je pouvais décrocher, ainsi que le taux d'emploi post-diplôme. Comme si avec l'obtention de ce diplôme, les chances de trouver un emploi étaient meilleures. Puis il m'a emmené dans son bureau. Tout est en numérique, affiché sur cet écran d'ordinateur. Il vous parle de ce contrat et de ce qu'il contient, soi-disant. Mais ils ne rentrent pas dans les détails. Ils oublient entre autres de vous parler de la clause d'arbitrage, qui stipule que l'école ne pourra pas être traînée en justice, ni par recours individuel, ni par recours collectif. Vous ne savez donc pas que vous êtes en train de souscrire à un prêt prédateur. Ils ne vous le disent pas. Ils survolent la partie financière, ça va très vite. Vous paraphez, vous signez, c'est tout. Puis, il m'a demandé si j'aimerais m'entretenir avec quelques étudiants diplômés. Dans ma tête, je me suis dit que c'était plutôt sympa de pouvoir discuter avec des gens qui ont été dans cette école, voir ce qu'ils en pensent. Un jeune homme et une jeune femme sont entrés. Et si ça se trouve, eux-mêmes étaient des recruteurs. Ils m'ont dit que c'était l'école qui leur avait trouvé un boulot, qu'ils avaient si bien réussi qu'ils n'avaient aucun mal à rembourser leur crédit étudiant, que leur vie était tellement meilleure qu'ils pouvaient désormais passer facilement d'un boulot à un autre. Ces conseillers d'orientation utilisent des techniques de culpabilisation pour leurrer les étudiants. Voici un document d'une université privée à but lucratif listant les profils des gens avisés.
Mères allocataires, personnes qui déménagent, bacheliers, réinsertion ou formation professionnelle, étudiants qui s'arrêtent en cours de première année, victimes d'abus physiques et psychologiques, femmes enceintes, personnes récemment incarcérées, anciens drogués, militaires en service ou retraités, personnes avec un boulot sans perspective, personnes mal dans leur peau, étudiants à qui il manque des matières, personnes à faible revenu, personnes en reconversion, personnes cohabitant avec plusieurs familles, personnes endeuillées, personnes vivant toujours chez leurs parents, personnes ayant eu un enfant récemment, personnes vivant en concubinage, parents souffrant du syndrome du nid vide, personnes renvoyées ou licenciées, personnes récemment mariées, travailleurs indépendants non allocataires. Ils visent ces gens-là pour qu'ils souscrivent à ces prêts subprimes qui sont hors de prix par rapport à l'enseignement proposé. Internet regorge de trucs comme ça. Ma mère était tellement fière. Elle s'en vantait auprès de ses amis. Ma fille est en fac, moi je n'y suis jamais allée, mais elle prend sa vie en main. Après m'être inscrite, j'ai appelé ma mère pour lui dire que je voulais arrêter. Elle n'a pas compris pourquoi. Je lui ai dit « Maman, tu ne comprends pas, cette école est une arnaque. » Elle m'a dit « Je ne comprends pas, comment une école peut être une arnaque ?» Je dois rembourser 104 000 $ de crédit depuis 2013 et ça ne cesse d'augmenter. I was the mediator, I led negotiations, I made consensus in Council of Europe and the European Commission just because I personally... Verra-t-on un jour, partout en Europe, des étudiants payés 20, 30 ou 40 000 € par an? Verra-t-on un système d'enseignement privé lucratif déraper, comme il dérape aujourd'hui aux États-Unis? Est-il encore possible pour les nations européennes et leurs dirigeants politiques de protéger l'enseignement supérieur des dérives d'une marchandisation?